Bonjour tout le monde, bienvenue à l'événement Débutez votre session avec étudiants GC. Mon nom est Carl Allary, je suis étudiant au bureau du conseil privé et gestionnaire des événements du réseau étudiants GC. Je serai votre modérateur pour aujourd'hui. Je vous parle aujourd'hui depuis le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Vous connaissez sans doute la région comme étant celle de la capitale nationale. À votre tour, où que vous soyez aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à la présence passée et actuelle des peuples autochtones qui habitent les terres où vous vous situez. Nous avons tout plein d'informations à vous partager avec vous aujourd'hui, mais avant, veuillez noter que les caméras et les microphones seront désactivés. L'événement sera enregistré et disponible pour le visionnement par la suite. Pour toutes les questions que vous aurez, nous invitons à utiliser la fonction questions et réponses, le bouton Q&A sur Zoom. Finalement, pour un meilleur visionnement, nous vous encourageons à vous déconnecter du VPN si possible. Si vous rencontrez des difficultés techniques, nous vous recommandons de relancer la web diffusion à nouveau. Le thème d'aujourd'hui est comment tirer profit de votre contrat étudiant et les avantages du réseautage. Profitez pleinement des idées et des conseils offerts par notre équipe d'étudiants GC et n'oubliez pas de poser des questions pour la séance de questions et réponses qui suivra la présentation. Tout le contenu de cette présentation est accessible sur la page wiki d'étudiants GC disponible à cette adresse. Mais d'abord, commençons par qui sommes-nous? J'aimerais d'abord présenter notre équipe, mes collègues Audrey-Anne et Priyanka et Alexa. Audrey-Anne et Priyanka sont coprésidentes du réseau Étudiants GC. Étudiants GC, c'est un groupe sous le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux qui a pour la mission de faire vivre aux étudiants et aux étudiantes une expérience de travail enrichissante au gouvernement du Canada. Audrey-Anne et Priyanka, je vous inviterai à vous partager quelques mots avec nous, peut-être même une anecdote intéressante sur votre expérience étudiante. Salut Carl, merci pour cette belle intro. Oui, moi je m'appelle Audrey-Anne Racine, je suis conseillère en ressources humaines à Emploi et Développement social Canada. Je vous joins aujourd'hui de la région de la capitale nationale qui est sur le territoire non cédé des peuples algonquins Anishinaabe. Mes pronoms sont elle, she, her et je suis effectivement la coprésidente d'étudiants GC. Moi j'ai commencé en 2019 un emploi étudiant lorsque j'étais à mon bac en ressources humaines et relations industrielles et ressources humaines, pardon, j'ai déjà oublié le nom de mon programme. Je suis encore étudiante à la maîtrise en gestion de projet à temps partiel. Il me reste, je pense, 81 jours et j'ai fini ma maîtrise. Je suis vraiment, vraiment excitée. Moi, j'ai un petit fait cocasse pour mon premier emploi étudiant au gouvernement du Canada. Je travaillais aux affaires autochtones. Donc, j'ai passé par le programme fédéral d'excellence de travail étudiant. J'ai été embauchée 1 an avec cette belle équipe-là. Puis mon projet d'été, c'était de mettre à jour la liste de contacts des Premières Nations ou des organisations qui étaient en contact avec les peuples autochtones. Et Inuit. Je devais parler dans ma langue seconde, donc j'appelais dans les organisations, puis j'avais vraiment la misère en anglais avec le A, le I et le E. Donc, je m'étais fait une petite note, une petite feuille de notes pour me rappeler comment bien dire ces lettres-là. Puis à la fin d'avoir contacté toutes les organisations, je me suis rendu compte que j'avais aussi de la misère avec le G et le J en anglais. Donc, j'ai dû tout recommencer, tout réviser ma belle liste de contacts, mais c'est un des avantages de travailler au gouvernement, justement, de travailler sa langue seconde. Donc, c'est ma petite anecdote d'emploi étudiant là, avec l'anglais. Ça n'a pas été facile pour mon début. Merci Audrey-Anne. C'est vrai que le J et le G sont comme opposés en français, hein? Bonjour Priyanka. Bonjour à tous. Mon nom est Priyanka Sharma. Mes pronoms sont elle, she, her. Je suis un conseillère RH et je vous parle aujourd'hui depuis le territoire non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe. Je suis aussi la coprésidente de Étudiants GC et un fait intéressant avant de commencer est que je vais faire cette présentation dans ma deuxième langue officielle, ce qui sera une expérience amusante pour moi. J'aurais aimé commencer à pratiquer ma deuxième langue officielle lorsque j'étais une étudiante. So, je vous encourage à commencer à pratiquer votre deuxième langue officielle aujourd'hui.
Merci, Priyanka. Alors, sans plus tarder, débutons votre session avec l'étudiant GC. Audrey-Anne va commencer notre présentation en parlant de l'intégration des étudiants au GC. Oui, ben pour les nouveaux étudiants, que c'est leur première session au gouvernement du Canada, Étudiants GC a développé certaines ressources pour vous en collaboration avec d'autres ministères et d'autres agences. Donc, si vous êtes nouveau, assurez-vous d'aller sur l'intranet de votre ministère, de votre agence pour voir s'il y a des ressources d'intégration qui sont spécifiques à votre organisation. Si au contraire, vous n'en trouvez pas, on vous propose une belle présentation d'orientation par étudiant GC pour vous aider à mieux comprendre un peu ce que c'est le gouvernement, quelles opportunités s'offrent à vous. On parle aussi de vos conditions d'emploi, de votre rémunération, soit les avantages sociaux. Si, au contraire, vous êtes un étudiant expérimenté, ça pourrait être intéressant, par contre, d'aller voir les différentes ressources de rémunération, comme les assurances de soins dentaires, les assurances de soins de santé. Vous avez en fait accès à ça en tant qu'étudiant. Donc, on vous encourage à aller voir les différentes ressources. Puis ça va être disponible aussi dans le chat, ou sinon, vous pouvez aller scanner le code QR pour vous rendre à la page des nouveaux étudiants du gouvernement du Canada pour avoir accès à toutes ces belles ressources-là pour vous assurer que vous êtes bien intégré au gouvernement du Canada. Donc, ça, c'est ce qui fait vraiment le tour pour les nouveaux étudiants, puis bienvenue. N'hésitez pas à nous écrire ou à contacter là, les représentants de vos ministères si vous avez des questions. Maintenant, tirons profit de notre emploi étudiant, le mien comme le vôtre. Il y a plusieurs avantages à avoir un emploi au GC. Les deux principaux avantages pour moi, c'est de servir les Canadiens et Canadiennes dans un monde incertain, avec des enjeux tellement importants, que ce soit à la maison, à l'international. On pense entre autres à la relance post-COVID, la numérisation des services offerts aux Canadiens, la diversité et l'inclusion, la réconciliation avec les peuples autochtones. C'est tous des enjeux qui sont super complexes, mais tellement intéressants. On n'a pas nécessairement l'opportunité de travailler sur ces enjeux-là en pratique à l'extérieur du gouvernement nécessairement. De plus, une carrière dans le gouvernement du Canada, c'est une carrière à la hauteur de votre passion. Que ce soit les enjeux de justice sociale que vous êtes intéressés, le développement international, un mode de vie plus sain, les sciences de la mer. Vraiment, le GC a des carrières multiples dans tous les domaines. Donc, c'est pas juste de l'admin, c'est pas juste compter des papiers d'impôts. C'est vraiment, là, il y a des carrières à travers n'importe quel domaine. J'encourage à regarder ça davantage. Audrey-Anne va nous parler d'autres avantages aussi qui sont plus techniques peut-être. Oui, puis merci pour ce que tu viens de partager. Carl, nous, par expérience, moi et Priyanka, cet été, justement, on a travaillé à aider pour Passeport Canada, donc à aller recruter des gens. On est arrivé avec une liste de 900 candidats qui pouvaient aider, qui pouvaient aller travailler pour justement aider la grosse demande de travailleurs et employés pour diminuer le temps d'attente avec Passeport Canada. Donc, c'est une belle opportunité qu'on a eue de savoir qu'on avait un impact direct sur les Canadiens. Côté plus, je dirais ARH, il y a plein d'avantages d'avoir un emploi étudiant en ce moment là, au gouvernement du Canada. Le premier, c'est vraiment l'expérience de travail qui est vraiment diversifiée, puis aussi l'expérience de travail dans votre domaine d'études. Moi, lorsque j'ai commencé pour la première fois au gouvernement, je n'étais pas dans mon domaine d'études du tout, mais une fois que j'ai été embauchée par le biais du programme fédéral d'expérience de travail étudiant, j'ai été capable de faire du réseautage pour trouver mon second emploi étudiant vraiment dans mon domaine d'études. Donc, mon deuxième emploi étudiant, c'était vraiment en ressources humaines. Donc, c'est ça qui est super le fun pour les emplois étudiants, c'est que vous pouvez faire du réseautage, aller chercher d'autres emplois à travers cette grande machine du gouvernement du Canada. L'autre avantage que j'ai parlé un petit peu tantôt, c'est qu'en tant que travailleur étudiant, vous avez accès à des assurances dentaires, des assurances de soins de santé après 6 mois d'emploi continu. Ça, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous terminez votre premier contrat, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de jour entre votre second contrat où vous êtes vous êtes pas sous un contrat. J'ai vraiment de la misère à expliquer ce concept-là qui est, ma foi,
qui est, ma foi, simple, là. Mais disons que vous terminez votre contrat aujourd'hui, vous devez absolument avoir un contrat qui continue demain, sinon c'est un bris de service. Donc, un emploi continu et travailler plus de 12,5 heures par semaine. Vous êtes éligible aux assurances de soins de santé et dentaires du gouvernement du Canada. Vous pouvez aussi scanner le petit code QR qui est à votre écran pour en apprendre davantage justement de les assurances et le troisième point sur lequel je m'enligne, la fameuse intégration des étudiants. En anglais, on parle de student bridging. C'est qu'à la suite de vos études, puisque vous avez eu un emploi étudiant au gouvernement du Canada, vous êtes admissible en fait à un processus non annoncé externe. Donc, ça veut dire que vous trouvez des opportunités d'emploi en faisant du réseautage. Puis, vous êtes embauché par la raison ou par la justification que vous avez déjà travaillé au gouvernement du Canada. Donc, vous avez de l'expérience récente avec le gouvernement. Donc, c'est un bel avantage. Moi, c'est exactement ça qui est arrivé dans mon cas. Même chose pour Priyanka. À la suite de nos études, on a passé par l'intégration des étudiants. Puis, j'ai fini mes études, puis j'avais déjà un contrat au gouvernement. Finalement, le dernier avantage, c'est le fameux rachat de services. Vous devez être patient. Moi, ça fait quelques mois que je suis dans le processus, mais je rachète en fait mes années que j'ai faites en tant qu'étudiante, donc sous contrat étudiant et sous contrat occasionnel. Donc, ce que ça va me permettre, c'est de prendre ma retraite plus tôt. Donc, ça va être compté dans mes années pour la pension, éventuellement dans 33 ans là, qui me restent. Là, si je peux faire le rachat de service un petit peu moins. Mais c'est un bel avantage de travailler au gouvernement du Canada. Je vous encourage encore à scanner le code QR pour aller voir notre page pour trouver plus d'informations. Merci, Audrey-Anne, pour ces détails-là. Maintenant, pour vous, nos participants, on a 2 questions à vous poser. Je vous invite à utiliser la fonction sondage. Premièrement, travaillez-vous déjà dans votre domaine d'études au gouvernement? Et deuxièmement, le saviez-vous que les travailleurs étudiants avaient accès aux avantages sociaux du gouvernement du Canada? Donc, je vais vous laisser quelques temps pour répondre au sondage. Je rappelle que si vous avez des questions, juste les poser dans la fonction Q&A. On y répondra à la fin de la session. Est-ce qu'on voit les résultats sur notre écran? Est-ce que tu les vois, Carl? Moi, je les vois ici. On a 59% de nos répondants qui ont dit qu'ils travaillaient dans leur domaine d'études par rapport à 41% qui ne travaillaient pas toujours dans leur domaine d'études. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités de réseautage qui peuvent se faire pour trouver un emploi dans votre domaine d'études. On va en parler dans la deuxième partie, donc restez à l'affût pour ça. Deuxième question, on dit que 72% de vous n'étaient pas au courant que vous aviez accès aux avantages sociaux. Moi non plus, quand j'ai commencé, je n'étais pas au courant, mais ça vaut tellement la peine. Je vous encourage à aller regarder les ressources. C'est super, c'est pas si facile que ça, mais c'est quand même simple à y adhérer. Puis ça vaut vraiment la peine. C'est des très bons avantages sociaux. Donc, continuons la présentation aujourd'hui avec comment bâtir votre réseau. La première chose qu'on va aborder par rapport à bâtir son réseau de contacts, c'est la fameuse occasion d'emploi pour les étudiants autochtones. Donc, il y a certains critères d'admissibilité naturellement pour s'auto-identifier comme une personne autochtone, mais l'occasion d'emploi pour les étudiants autochtones, c'est un programme qui est destiné aux étudiants qui sont embauchés par le biais du Programme fédéral d'expérience de travail étudiant. Ils ont une foule d'activités, foule d'événements, séances de mentorat, des services de soutien, surtout durant l'été, mais naturellement, les services de soutien, c'est tout au long de l'année.
les participants qui adhèrent, puis on va vous donner un peu plus de détails tantôt de comment faire partie de l'occasion d'emploi des étudiants autochtones, ont accès en fait à d'autres ressources sur Facebook, sur le GC Collab pour connecter avec d'autres étudiants autochtones. C'est des initiatives qui ont été lancées aussi là, par des anciens étudiants et des étudiants autochtones du gouvernement du Canada. Si jamais vous avez des questions, on va mettre l'adresse courriel du Centre d'expertise autochtone de la Commission de la fonction publique dans le chat. Donc, vous allez pouvoir les contacter. Puis, je vais vous donner un petit peu plus de détails là, pour le formulaire d'inscription sous peu pour faire partie de l'occasion d'emploi des étudiants autochtones. Une occasion d'emploi pour les étudiants en situation de handicap est aussi disponible à la Commission de la fonction publique. Donc, naturellement, le gouvernement du Canada s'est engagé à réduire les obstacles qui peuvent qui peuvent empêcher les étudiants en situation de handicap de participer pleinement au marché du travail. Donc, il y a des ressources, il y a des événements, même chose que l'occasion d'emploi que je parlais un petit peu plus, un peu plus tôt. Pour les étudiants qui s'auto-identifient comme étant en situation de handicap et qui sont embauchés par le biais du programme fédéral d'expérience de travail étudiant. Donc, il y a des formations, il y a du mentorat, des événements et des services de soutien l'été comme tout au long de l'année par ce super beau programme d'occasion d'emploi pour les étudiants en situation de handicap. Même chose, on va vous mettre le lien dans le chat là, pour contacter l'équipe de centre d'expertise en diversité et d'inclusion à la Commission de la fonction publique si jamais vous avez des questions. Ce qui vous intéresse le plus, c'est de comment s'inscrire à l'occasion d'emploi des étudiants autochtones et des étudiants en situation de handicap. En fait, c'est une je vais dire que c'est une nouveauté, là, mais les étudiants peuvent s'inscrire par le biais du formulaire. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire et rejoindre l'occasion d'emploi d'étudiants en situation de handicap ou l'occasion d'emploi pour étudiants autochtones. Ou si jamais votre gestionnaire ou une personne en ressources humaines peut vous inscrire pour faire partie de cette superbe occasion d'emploi. Priyanka, je pense que c'est une bonne question pour toi, ça. OK, je vais faire le mieux possible pour répondre à cette question. Mais beaucoup des étudiants posent la question, je suis à la recherche d'un emploi étudiant dans mon domaine d'études. Par où dois-je débuter mes recherches? Tout d'abord, je voudrais dire que tout travail que vous occupez peut vous aider à augmenter vos connaissances et faire des nouvelles expériences. Profitez du travail que vous avez et essayez de voir quelques nouvelles compétences vous pouvez apprendre afin de les ajouter à votre CV. Il y a tellement de compétences qui sont recoupantes dans différents domaines de travail que toutes les expériences sont bonnes. Mais il est important de trouver un jour un emploi en rapport avec votre domaine d'études. La première façon de savoir quel emploi correspond à votre domaine d'études est de comprendre ce qu'est votre groupe professionnel. La structure des groupes professionnels indique la façon dont le travail est organisé au sein de l'administration publique centrale de la fonction publique fédérale. Les groupes professionnels comportant une abréviation de 2 lettres fondées sur leur titre. Il y a un lien partagé dans le chat qui vous donnera une liste de tous les groupes et classifications. Vous pouvez l'utiliser pour le rechercher des groupes et des classifications en rapport avec votre domaine d'études. Vous pouvez également en parler à votre gestionnaire ou à vos collègues car ils seront peut-être en mesure de vous dire à quel groupe ou à quelle classification vous pouvez appartenir et de vous aider à trouver votre chemin pour ton carrière. C'est un excellent moyen de commencer à planifier votre carrière et de vous préparer aux opportunités qui se présenteront après vos études. Vous aurez les connaissances nécessaires pour prendre une décision éclairée sur la classification qui vous conviendrait le mieux. La prochaine étape est de comprendre qu'est-ce que c'est votre niveau. Le niveau est indiqué par 2 chiffres qui suivent les 2 lettres.
avoir une conversation avec votre gestionnaire sur le niveau à quel vous situez pour être très bien bénéfique pour vous aider à comprendre qu'est-ce que c'est votre niveau. Vous pouvez également faire quelques recherches par vous-même. Maintenant que vous savez ton classification, tu peux faire les recherches sur les emplois emploi.gc.ca pour trouver des offres d'emploi pertinentes de ton niveau. Vous voyez si vous pouvez trouver des emplois de niveau 1 ou de niveau 2. Par exemple, si ma classification est AS, je chercherai un emploi de niveau AS1 ou AS2. Je vais lire les classifications essentielles pour voir si je peux répondre à chacune de les classifications essentielles. Et si je sais que je peux faire un exemple pour chacun de les qualifications essentielles, je vais aller à le prochain niveau. So, je vais chercher AS1, lire le job post, puis je vais juste aller à AS2 et faire la même chose. Et c'est une bonne façon de savoir qu'est-ce que c'est ton niveau. Mais j'ai encourage que tu parles avec tes collègues, tu parles avec ton réseautage, je pense que c'est le mot, mais parle avec les personnes pour savoir qu'est-ce que c'est ton niveau, ton classification. Ça va te donner beaucoup d'informations pour préparer planifier votre carrière. Je pense que j'ai donné beaucoup d'informations et les liens et je pense que j'ai parlé un peu le mieux possible, mais Audrey-Anne, si tu as les points que tu peux ajouter ou quelque chose pour aider, clarifier qu'est-ce que je veux dire. Non, ben merci beaucoup, Priyanka. C'était vraiment beaucoup d'informations super pertinentes. Puis, en gros, c'est de faire du réseautage, d'être curieux, d'aller vraiment chercher votre groupe professionnel pour vous aider à mieux comprendre, mais c'est où vous voulez justement où vous voulez débuter votre carrière. Puis je trouve que c'est un beau réflexe d'avoir en tant qu'étudiant, d'aller vraiment trouver un emploi dans votre domaine d'études en tant qu'étudiant pour après penser à l'intégration des étudiants pour débuter votre carrière. Non, c'était super. Merci, Priyanka. Je pense que ça répond bien à la question. Merci. Audrey-Anne, peut-être on pourrait continuer avec toi. Comment on débute notre carrière avec le gouvernement du Canada après un emploi étudiant? Oui, puis je tiens aussi juste à peut-être à le rappeler à tout le monde qui sont avec nous en ce moment, mais cette séance-ci, c'est vraiment pour les étudiants qui travaillent actuellement au gouvernement du Canada. Il y a d'autres séances là, pour les étudiants qui souhaitent se joindre au gouvernement du Canada. Il y a une séance la semaine prochaine qui est organisée par la Commission de la fonction publique pour parler du programme fédéral d'expérience de travail étudiant, savoir comment ça fonctionne. Mais aujourd'hui, on vient vraiment parler aux étudiants qui sont actuellement embauchés au gouvernement du Canada. Donc, comment faire pour débuter sa carrière au gouvernement du Canada après son emploi étudiant? Donc, je tiens à le rappeler aussi que lorsque vous avez votre premier emploi étudiant, vous avez un emploi étudiant, vous êtes admissible à l'intégration des étudiants, ce qui est donc un processus qui n'est pas annoncé, vous faites du réseautage. Donc, les manières de trouver ces types d'emplois-là, c'est vraiment, vraiment en faisant du réseautage, donc avec LinkedIn, en contactant des gestionnaires d'embauche. On lance justement aujourd'hui un groupe Facebook pour vous aider à faire du réseautage avec des gestionnaires d'embauche. On va vous donner les liens un peu plus tard durant la session. Il y a des répertoires aussi qui sont disponibles dans plusieurs ministères, plusieurs agences. Donc, par exemple, à Emploi et Développement social Canada, je sais aussi qu'à Pêche et Océan, il y a un répertoire pour les étudiants qui ont déjà été embauchés par le biais d'un contrat coop ou un programme fédéral d'expérience de travail étudiant et même le programme des assistants adjoints, je me trompe tout le temps. Vous pouvez vous inscrire pour trouver une prochaine opportunité d'emploi. Les étudiants, comme on en parlait tantôt, qui se sont inscrits à l'opportunité, l'occasion d'emploi pour les étudiants autochtones ou en situation de handicap, ont accès eux aussi au parcours de carrière pour autochtones
autochtones ou à la porte virtuelle des talents en situation de handicap. Donc, en vous auto-déclarant faire partie du groupe des Autochtones ou des personnes en situation de handicap, vous avez plus d'opportunités pour vous aider à connecter avec des gestionnaires d'embauche à travers le gouvernement du Canada. Pour plus d'informations, vous pouvez aller scanner notre code QR là, pour vous amener à notre page des différents trucs et astuces pour les emplois au gouvernement du Canada. Merci, Audrey-Anne. On parlait beaucoup, on a utilisé beaucoup le mot réseautage depuis maintenant, mais j'aimerais maintenant vous parler de ressources plus concrètes peut-être. On va décortiquer ensemble c'est quoi le réseautage. On commence par des ressources d'apprentissage, dans le fond. Il y a plusieurs façons d'apprendre, que ce soit à l'école, dans le cadre de vos études, mais aussi développement continu dans votre carrière professionnelle. Il y a, par exemple, il y a beaucoup d'opportunités de mentorat que vous pouvez faire dans la fonction publique. Le mentorat, ça consiste à avoir un superviseur, un gestionnaire qui va vous appuyer dans le développement de vos carrières. Il va vous donner des conseils pour développer les capacités ou les compétences que vous souhaitez faire. Allez voir nos ressources sur le mentorat sur la page Wiki. Il y a plusieurs opportunités qui s'en viennent dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ensuite, faire du réseautage, dans le fond, c'est avec des réseaux. Dans la fonction publique, il y a beaucoup de réseaux et de communautés basés sur plusieurs intérêts ou sur, par exemple, sur la diversité. Nous, on est un de ces réseaux-là. On est le réseau des étudiants GC. On a le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. On a un paquet d'autres réseaux qui existent aussi. Il y en a qui sont à l'intérieur de votre ministère. Je pense entre autres à celui de l'Agence du revenu du Canada, celui de l'agriculture, par exemple. Il y en a à travers les régions. Il y a celui de la capitale nationale, il y a celui du Québec, il y a celui du Manitoba. Donc, il y en a tout plein. D'autres ressources d'apprentissage qu'on a également, avec le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, ils organisent souvent des événements d'apprentissage en ligne qui sont accessibles à tout le monde, un peu comme le format qu'on a actuellement dans notre présentation. Par exemple, on a le camp de carrière qui vient de se dérouler au mois de janvier. C'est la plus grande conférence au gouvernement et on vous apprend les trucs de base de comment débuter votre carrière dans la fonction publique, que ce soit bien réseauté, que ce soit les groupes, les niveaux. Tout plein d'astuces super intéressantes. Des journées d'apprentissage en personne également. On en a une dans la région de la capitale nationale qui s'en vient le 13 février. Il y en a d'autres aussi dans les prairies plus tard. On a des séries d'apprentissage virtuels. Les enregistrements sont disponibles en ligne. Moi, j'en ai appris beaucoup. Allez voir sur la page YouTube du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Il y a un paquet de ressources super intéressantes de comment postuler sur des job boards sur le site d'Emploi GC, par exemple. Super pratique. On a finalement l'École de la fonction publique du Canada qui ont une série d'apprentissages. Vous avez probablement déjà eu à faire sur la plateforme pour faire vos cours obligatoires, mais il y a un paquet d'autres cours que vous pouvez faire aussi qui sont super pertinents également. Maintenant, c'est le temps de passer à une autre série de questions sondages. Je vais vous demander en premier lieu, souhaitez-vous débuter votre carrière au sein du gouvernement du Canada après vos études? Et deuxièmement, connaissez-vous le groupe professionnel dans lequel vous souhaitez débuter votre carrière? Je vais vous donner quelques temps pour y répondre. Donc, je suis content de voir qu'on n'a personne qui ne souhaite pas débuter leur carrière dans le gouvernement du Canada. C'est super. On a 76% des gens qui disent oui. Et on a à peu près un quart là, de nos participants qui sont incertains. Donc, j'espère que les présentations qu'on vous donne aujourd'hui et dans le futur, ça va vous inciter à venir travailler avec nous. C'est vraiment une grande famille, là. On doit le dire. On est 300 000 personnes dans des domaines complètement différents. Je pense qu'il y a quelque chose pour tout le monde. Ensuite, on a 56% de nos participants qui ne connaissent pas leur groupe professionnel. Vous ne le connaissez pas encore, mais je suis sûr qu'en faisant du réseautage, en parlant à vos collègues, à votre gestionnaire, vous allez le découvrir assez tôt. Moi, ça m'a pris 1 an avant de découvrir c'était quoi mon
mon groupe est nouveau, donc soyez pas inquiets. C'est quelque chose qu'on apprend là, dans le processus normal de votre emploi. Merci d'avoir participé à notre sondage. Poursuivons maintenant la discussion en parlant de comment se préparer à réseauter. Oui, bien, il y a plusieurs manières de se préparer à réseauter. Puis, Carl, là, je t'invite à en jaser avec moi. Là, je suis plus sûre si c'est toi qui voulais en jaser. Absolument. Ben, la première façon, puis c'est comme Carl et Frankel ont mentionné un peu plus tôt, c'est vraiment de faire des recherches sur votre groupe professionnel. On va avoir une séance en mars pour en jaser davantage, vraiment vous montrer un exemple concret de comment ça fonctionne, mais commencez à être curieux, à aller voir un peu comment ça fonctionne. Moi, je travaille en ressources humaines, mon groupe professionnel, c'est PE. Je suis rendue maintenant au niveau 2, mais quand j'ai commencé quand j'étais étudiante, je savais vraiment que les groupes professionnels qui m'intéressaient, c'était vraiment le groupe de PE, de AS et de CR. Puis puisque j'avais un bac, c'est vraiment le PE qui m'intéressait le plus puisque c'était le niveau minimum requis. Donc, faites des recherches sur vos groupes professionnels. Naturellement, on va vous offrir une session pour en jaser davantage, pour vous guider un peu plus, mais commencez à être un peu plus curieux. Il y a aussi des groupes Facebook pour vous aider à réseauter avec des gestionnaires d'embauche. Comme je le mentionnais tantôt, on en lance un, là, on ouvre un groupe là, aujourd'hui ou demain après l'événement d'aujourd'hui. Donc, pour vous aider à faire du réseautage avec des gestionnaires d'embauche, c'est une manière très, très simple et très, très, très efficace. Je ne sais pas, toi, Carl, si tu fais partie de groupes Facebook, si tu as déjà eu la chance de trouver un emploi avec les groupes Facebook. Ben, moi, personnellement, je ne suis pas sur Facebook, mais ma collègue l'est et elle n'a pas trouvé. Ben, elle est déjà engagée hein, dans la fonction publique, évidemment, mais elle tient ça bien à cœur, puis elle trouve que c'est super intéressant parce qu'elle, c'est une personne qui est introvertie. Donc, utiliser les réseaux sociaux pour faire du réseautage, c'est super pour elle, ça fonctionne super bien. Donc, c'est une ressource là, qu'elle apprécie beaucoup. Autre ressource qui existe sur les internets, est-ce que j'ai 75 ans pour dire ça? Qui existe en ligne, par exemple, le carrefour de carrière sur GC Connect. GC Connect, c'est comme notre réseau social à l'interne du gouvernement. Vous allez trouver là, le carrefour de carrière. Il y a beaucoup d'annonces de gestionnaires qui embauchent certains groupes. Vraiment, j'ai vu de tout. Donc, allez-y, jetez un œil. Vous pouvez aussi consulter le GC annuaire. C'est comme notre annuaire, dans le fond, du gouvernement du Canada. Vous allez pouvoir trouver un paquet de gens qui travaillent. Moi, j'utilise beaucoup ça pour regarder quel genre d'emploi existe dans la fonction publique. Je veux savoir concrètement qu'est-ce que les gens font dans la fonction publique. Moi, AS, PE, ça me parle moins. Moi, je veux savoir c'est quoi les titres d'emploi. Donc, je vais souvent rechercher dans l'annuaire pour voir, OK, cette personne-là à Santé Canada fait ce genre de travail-là dans cette direction-là, par exemple. Donc, ça m'indique un peu quel genre de poste il y a dans la fonction publique. On a aussi GC Connect, c'est J'échange, il y a un paquet de groupes qui vous permet de connecter avec les gens. GC étudiants ont un groupe sur GC Échange. On a aussi nos ressources là. Vous pouvez discuter avec d'autres étudiants. Donc, c'est une autre façon de faire du réseautage en ligne. On a évidemment notre groupe LinkedIn aussi, on a Twitter, beaucoup de réseaux, beaucoup de gestionnaires utilisent de plus en plus LinkedIn et Twitter pour recruter des talents. Donc, gardez toujours un œil sur ces plateformes-là également. Ils sont beaucoup utilisés de plus en plus dans la fonction publique. Maintenant, avant de commencer la période de questions, on a quelques annonces à vous faire. On voudrait vos commentaires face à la session d'aujourd'hui. GC étudiants travaille pour les étudiants, donc pour vous. On essaie de faire que notre programmation soit qui réponde à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à scanner le code QR que vous avez ici ou suivre le lien qui est dans le chat et nous donner vos commentaires. Qu'est-ce que vous recherchez dans la présentation? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne répond pas à vos besoins actuellement? On cherche à savoir ce que vous avez besoin et d'y répondre.
Audrey-Anne nous parlait d'un événement à venir sur explorer davantage nos groupes et niveaux. C'est l'événement du 15 mars prochain. On vous invite à vous enregistrer. C'est là qu'on va découvrir comment débuter votre carrière après votre contrat étudiant. Donc, ça va être un événement qui est sur le même format qu'aujourd'hui. Ça va être en ligne, en anglais et en français. Et on va vous expliquer avec Priyanka et Audrey-Anne comment rechercher davantage vos groupes et niveaux et comment passer à la suite des choses après un contrat étudiant. On va vous parler également du fameux Student Bridging ou l'intégration des étudiants, qui est un thème bien intéressant, mais qui est un peu complexe. Moi, je le trouve encore complexe. Donc, ça va être intéressant de découvrir davantage qu'est-ce que c'est avec nos experts. Audrey-Anne, veux-tu nous parler du groupe Facebook que tu as mentionné plus tôt? Oui, puis je sais pas, Priyanka, si ça te tentait, moi je repasse la parole. Priyanka, est-ce que ça te tentait d'expliquer un peu nos prochaines annonces là, de groupe Facebook? Oui, on a lancé le groupe Facebook aujourd'hui, je pense. Oui. Et on va faire des posts à propos des emplois étudiants et les emplois après vos études. C'est une bonne façon de faire de réseautage et de savoir qu'est-ce qu'on fait dans le gouvernement. So, j'encourage de scanner le code QR pour rejoindre le groupe Facebook. On a aussi ajouté le lien dans la chat, so tu peux juste cliquer sur le lien pour rejoindre le groupe. Aussi, on a un bulletin mensuel pour étudiants GC. C'est juste façon qu'on partage l'information qui est nouveau de le mois. So, on va donner beaucoup d'informations sur les événements, sur l'intégration et beaucoup d'autres informations qui sont nouveaux. C'est une bonne façon de être Être au courant, être au courant, oui, informé. c'est le mot, au courant. So, juste, tu peux scanner le code QR pour enregistrer pour le bulletin mensuel. Aussi, on a beaucoup des réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook. Tu peux scanner le code QR pour suivre nous sur les réseaux sociaux. Merci, Priyanka. On est maintenant à la période de questions. Je vous invite à poser vos questions dans la fonction questions et réponses. On en a déjà quand même beaucoup. J'ai bien hâte de voir ce que vous avez à nous poser. Priyanka et Audrey-Anne, êtes-vous prêts à répondre à nos questions? Oui. Excellent. Donc, la première question, je vais la décider de répondre moi-même parce que c'est une question qui me parle beaucoup. Donc, ça va comme suit. Comment faire du réseautage quand tout le monde travaille de chez soi? Ben moi, avant d'avoir l'emploi étudiant que j'ai actuellement, j'avais un autre emploi étudiant qui était complètement virtuel. Et c'est durant cet emploi-là que j'ai commencé à m'impliquer au sein d'étudiants GC et les autres réseaux. Puis la façon que j'ai fait ça, dans le fond, c'est en utilisant les réseaux sociaux. J'ai regardé sur LinkedIn, j'ai connecté avec Audrey-Anne. Tu te souviens, on avait connecté ensemble. J'avais parti une initiative pour les étudiants et finalement, ben, on a décidé de combiner nos initiatives ensemble et on travaille ensemble depuis. Le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux ont souvent des événements de réseautage en ligne. On en a un nous-mêmes à 3 heures aujourd'hui sur l'application WonderMe. L'invitation est dans votre invitation que vous avez reçue pour courriel pour cet événement-là aussi. Donc, n'hésitez pas à nous joindre. Ça va être super le fun. On va être là ensemble. On va pouvoir discuter. C'est comme un événement en personne, mais ça va être en ligne. Donc, on va pouvoir rencontrer des gens de partout au Canada. Moi, j'ai bien hâte de discuter avec vous. C'est quoi que vous faites dans vos départements? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir au gouvernement? Moi, j'aime ça entendre les histoires des autres. La passion que les gens ont quand ils parlent, moi, c'est ça qui me motive. Je ne sais pas si Audrey-Anne, Priyanka, vous avez d'autres idées de comment faire du réseautage quand les gens travaillent dans la maison?
Moi, pour être bien franche, je pense que le fait d'avoir commencé ma carrière en virtuel, c'est ce qui m'a aidé le plus là, à justement resetter, connecter avec les gens. Parce qu'on est sur un écran, c'est facile d'envoyer des courriels, c'est facile de débuter des conversations. Moi, je trouve personnellement, je ne serais pas où je suis aujourd'hui sans ce monde virtuel-là dans lequel j'ai entré, j'ai débuté ma carrière. Donc, soyez pas intimidés par faire du réseautage en virtuel, surtout si vous êtes introverti. Puis il y a une belle séance qui a été faite la semaine passée, je crois, par le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux par rapport à réseauter pour les introvertis. Ça a été enregistré puis c'est disponible sur leur chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller voir là, de comment faire du réseautage en virtuel, surtout si vous êtes gêné. Mais moi, c'est la meilleure manière de faire du réseautage. C'est vraiment dans un monde virtuel où tout le monde travaille chez soi. C'est bien vrai. Merci, Audriane. Prochaine question. On va parler à nos experts en ressources humaines. Euh, c'est quoi le processus pour le rachat de services et comment, comment lancer le processus et qui contacter? C'est une bonne question. Je vais pas mettre mon chapeau de conseiller en ressources humaines parce que j'ai pas assez, je travaille vraiment pas en rémunération, mais je vais plus parler avec expérience. Moi, en fait, j'ai débuté le processus lorsque j'ai eu mon premier contrat déterminé ou indéterminé. Donc, lorsque vous rentrez vraiment là, après vos études. L'objectif de ça, c'est de racheter vos années de service lorsque vous étiez sous contrat étudiant ou même des fois vos contrats occasionnels. Donc, c'est de vraiment attendre d'avoir une position au gouvernement sous contrat déterminé ou indéterminé. Et pour ce faire, vous pouvez juste aller sur notre page wiki ou simplement chercher sur le web pour rachat de services gouvernement du Canada. Vous allez avoir la paperasse à remplir, vous allez devoir envoyer ça par la poste ou le faxer. Vous devez aussi faire un examen médical. Moi, je suis rendue à cette étape de l'examen médical. Puis ils vont pouvoir vous allez recevoir des réponses de leur part, savoir si vous pouvez faire le rachat de service ou non. Donc, je vais juste le rappeler, je vais l'envoyer aussi dans le chat, mais on a tout détaillé ce qu'était le rachat de service sur notre page wiki d'étudiants GC, ou sinon, comme je le rappelle, vous pouvez taper le rachat de service fonction publique gc.ca, vous allez avoir accès à toute l'information, mais je vous conseille d'attendre vraiment d'avoir un emploi permanent ou un emploi déterminé au gouvernement pour débuter le processus. Merci, Audriane. Puis encore, j'ai une question pour toi. J'aimerais me sentir plus à l'aise dans ma seconde langue officielle et aussi me préparer pour les évaluations. Quelles astuces ou ressources pouvez-vous me recommander? OK. So, on a beaucoup de ressources sur notre page web. On peut faire le lien dans le chat. Mais une bonne façon que je pratique mon langue seconde est avec Audriane. Chaque semaine, j'ai fait un café de langue seconde et on parle en notre deuxième langue officielle. Moi, je parle en français et Audriane parle en anglais. Et c'est une bonne façon de faire avoir la confiance dans toi-même. Mais mon grammaire, c'est pas bon, je pratique. C'est une bonne façon de faire la conversation. Je pense que pour moi, c'était la première chose que j'ai eu la confiance à faire. Il y a beaucoup de ressources sur les sites web, tu peux faire les apps comme Duolingo. J'ai fait ça chaque jour. J'ai pratiqué mon français sur Duolingo. Mais on a aussi des ressources pour le gouvernement du Canada pour faire le test sur votre langue. Deuxième langue officielle. So, on peut ajouter le lien pour ça. On va parler un peu plus à propos de les deuxièmes langues officielles dans le planifier votre carrière, juste pour donner plus d'informations sur qu'est-ce que c'est les niveaux, qu'est-ce que c'est A, B, C, E, tout ça. C'est un bon pièce d'information que je pense que chaque personne d'avoir savait. Mais c'est la façon que je pratique ma deuxième langue. Je pense que j'ai répondu à la question.
Oui, merci, Priyanka. On a une question de Misaël ici. Avez-vous des exemples des cours de l'École de la fonction publique que vous recommandez? Priyanka, Audriane? Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment fan du cours. Puis là, je l'ai pas. Je vais le trouver dans 2 secondes. Ça s'appelle Les fondements de la dotation dans la fonction publique. Je l'ai suivi pour avoir plus de connaissances vraiment en RH, mais je pense que tout le monde devrait le faire pour vraiment bien comprendre c'est quoi la dotation, comment ça fonctionne. Je trouve que c'est une belle formation pour vous aider à grandir puis à comprendre un peu ben, comment vous pouvez progresser, c'est quoi les différentes opportunités qui s'offrent à vous. C'est mon cours chouchou. Puis je vais vous l'envoyer dans le chat, le nom du J'ai cours. déjà, j'ai déjà envoyé le lien. Merci. Merci, Priyanka. Priyanka, toi, as-tu un cours en particulier que tu aimes? Mais c'est la même cours parce qu'Audrey a dit à moi, c'est un bon cours à prendre, mais il y a beaucoup de courses sur les langues, sur les langues officielles. Tu peux faire des cours sur ça aussi. C'est beaucoup des cours que j'ai fait sur le Canada School Public Service. Je ne sais pas en français. Il n'y a pas Les de codes. problème. L'École de la fonction publique, je crois. Moi, mon cours préféré, c'est celui sur l'introduction à la fonction publique. Je pense que il s'appelle peut-être la roue de Westminster ou quelque chose comme ça. Je me souviens vraiment pas du nom, mais c'est un cours d'introduction pour tous les fonctionnaires, tous les travailleurs du gouvernement du Canada. Ça explique vraiment c'est quoi le fondement, c'est quoi le gouvernement. Puis c'est une excellente ressource d'orientation pour tout le monde. Donc, avec la dotation, je le recommande à tous. Merci, Misaël, pour ta question. Joël nous pose une autre question par rapport aux assurances. J'aimerais savoir, après avoir passé les 6 mois de service continu, est-ce que les assurances sont gratuites? Ben, encore là, je mets mon chapeau de je vous parle en tant qu'expérience et non en tant que conseillère en ressources humaines. Là, je ne suis pas l'experte. Non, c'est sûr que vous contribuez, il y a une certaine partie à payer. Ce qui pourrait être intéressant, par exemple, à savoir, Joël, c'est que les assurances dentaires, c'est obligatoire. Donc, tu contribues à payer ces assurances-là, sont vraiment obligatoires, mais les assurances de soins de santé, c'est optionnel. Donc, c'est vraiment toi qui décides si tu adhères ou non. Mais non, c'est pas gratuit. Là. Je veux dire, t'as une partie qui part de ton salaire là, à toutes les 2 semaines. Au même titre que la pension, finalement. Merci, Audrey-Anne. On a une question ici. Comment négocier son contrat temporaire après l'emploi étudiant? Ici, ça pourrait être intéressant de peut-être définir les termes là, qui sont utilisés. Un contrat temporaire, j'imagine qu'on parle d'un contrat qui est occasionnel. Puis après son emploi étudiant, donc je vais peut-être faire une longue histoire pour répondre à une question simple. Là. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'après ton emploi étudiant, tu es éligible à l'intégration des étudiants. Puis, la plupart des gestionnaires offrent à leurs étudiants un contrat occasionnel avant de leur offrir un contrat déterminé ou indéterminé. Ça a été mon cas, ça a été le cas de Priyanka. Donc, le temps de remplir la paperasse, de prouver que vous êtes vraiment qualifié pour avoir une position, d'avoir un contrat déterminé ou indéterminé, ben, il vous donne un contrat qu'on appelle occasionnel. Donc, c'est 90 jours ouvrables, travaillés par année, par ministère. Donc, vous ne pouvez pas avoir 2 contrats occasionnels de 90 jours au sein d'un même ministère. Donc, c'est comme le processus le plus populaire d'avoir un contrat occasionnel après votre emploi étudiant pour éventuellement avoir un contrat déterminé ou indéterminé. Donc, comment négocier son contrat occasionnel? Je vais le changer comme ça après son emploi étudiant. Mais en fait, c'est de débuter des conversations, de démontrer à son gestionnaire qu'on veut rester, qu'on aime son emploi. C'est vraiment de débuter des conversations, puis attendez pas que le gestionnaire vienne à vous pour vous proposer un contrat, allez vers lui pour le démontrer.
Même chose pour le contrat d'été qui s'en vient. Attendez pas que votre gestionnaire vous propose un emploi étudiant ou un contrat étudiant pour cet été. Allez vers lui, démontrez-lui que vous aimez votre emploi, que vous voulez rester. Soyez prêts. Si vous voulez quelque chose, allez le chercher. Attendez pas que ça vienne à vous. Ça Je pourrait veux vraiment juste, oui, je veux juste ajouter que c'est vraiment important d'avoir cette conversation le plus tôt possible parce que c'est important pour votre gestionnaire de savoir ce que vous voulez pour votre carrière, comme Audrey a dit. Et c'est vraiment important d'avoir une communication ouverte avec ton gestionnaire. Ils sont là pour aider, pour guider pour ton carrière. So, juste avoir cette conversation le plus tôt possible. Merci à vous deux. On va rester sur le thème des contrats après études. On ne va pas trop s'attarder là-dessus, par contre, parce que ça va être le sujet de notre prochaine session. Donc, je vous invite, là, si vous avez des questions sur ce monde, ma foi, fascinant, joignez-vous avec nous le 15 mars. Si vous n'êtes pas capable de venir à cette session-là, la session va être quand même enregistrée. Vous allez pouvoir y avoir accès par la suite. Ici, on veut savoir... après avoir eu son premier contrat après les études, est-ce qu'on va compter vos congés depuis votre premier contrat étudiant ou on va commencer à compter vos congés après le contrat étudiant? Donc, je pense ici, c'est une question par rapport aux conditions d'emploi. Ouh, attends un peu. Là, il faudrait peut-être que je relise la question. Les étudiants n'ont pas de congé. Les étudiants, encore là, je me fie à la directive sur les conditions d'emploi pour étudiants, là, puis ça se peut que je dise pas le bon terme. Les étudiants n'ont pas de congé de vacances ou de congé de maladie. Cependant, vous avez un 4 de plus dans vos payes, donc un 4 en argent de plus dans vos payes pour pouvoir équilibrer le tout. Donc, étudiant, vous n'avez pas de congé. Est-ce qu'on va compter vos congés depuis votre premier contrat étudiant ou on va commencer à compter vos congés après le contrat étudiant? Je ne suis pas certaine de bien comprendre la question, mais vraiment, en tant qu'étudiant, vous n'avez pas de congé. C'est vraiment lorsque vous avez un emploi déterminé ou indéterminé que vous avez des congés. Vous avez une banque de congés de maladie, de congés pour les vacances, là. Puis ces congés-là de vacances, avec les années d'expérience, ils ont tendance à augmenter. Je pense que c'est ça la question. Mais l'expérience étudiante, ma compréhension, c'est que ça ne fait pas partie de cette expérience-là. Excellent, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut utiliser ces expériences antérieures pour négocier son contrat après les études ou peut-être même le prochain contrat étudiant, là? C'est une bonne question. Encore là, je vais me fier. Premièrement, si on parle de négocier son salaire en tant qu'étudiant, je vais vraiment me fier au taux de rémunération pour les étudiants. Donc, qui est accessible, en fait, si vous tapez le taux de rémunération étudiant gc.ca, vous allez trouver cette page-là. Ici, on parle que le salaire des étudiants, le taux de rémunération est donné selon à peu près 6 facteurs. Donc, si vous êtes réembauché, ça pourrait justifier que vous ayez un salaire plus élevé pour votre prochain contrat. La deuxième façon de justifier une augmentation salariale, c'est vraiment par rapport à votre expérience de travail qui est pertinente. Donc oui, vous pourriez justifier d'avoir un meilleur salaire étudiant pour de l'expérience antérieure. Disons que moi, j'ai travaillé aux affaires autochtones, puis j'organisais des événements. Donc, à mon second contrat étudiant, avec une autre équipe à Emploi et Développement social Canada, ils ont pris en considération mon expérience antérieure pour justifier une augmentation salariale. L'autre chose qui est intéressante à savoir, c'est que vous pouvez négocier une seule fois votre salaire lorsque vous entrez dans la fonction publique. Donc, en tant qu'étudiant, ça compte pas, là, dans le sens que vous pouvez toujours négocier votre salaire, mais lorsque vous entrez, donc lorsque vous devenez fonctionnaire, soit que vous ayez un emploi, un contrat déterminé ou un contrat indéterminé pour la première fois, c'est votre chance unique de négocier votre salaire. Donc, c'est vraiment les
échelle salariale. Donc, par exemple, moi, j'ai commencé PE1, j'ai commencé au premier échelon salarial, puis après 1 an, j'ai augmenté à l'échelon 2 salarial. C'est le seul moment que vous pouvez négocier votre salaire, puis il y a plusieurs choses à prendre en considération. Donc, le premier, c'est sûr, si vous avez de l'expérience antérieure, une carrière antérieure, ça pourrait justifier un salaire plus élevé. Mais oui, ça se fait. Mais ce n'est pas dans tous les cas que vous pouvez négocier un salaire. Merci, Audriane. On va revenir sur le thème des langues officielles. On a beaucoup de questions par rapport à ça. Emma nous demande s'il est possible de passer le test de langue, les tests de langue, en fait, il y en a plusieurs, en tant qu'étudiant. Je peux peut-être me lancer, puis Priyanka, tu pourras ajouter de l'information. Non, parce que c'est pas... Ben, en fait, il y a comme plusieurs nuances, là. Est-ce qu'un étudiant peut passer des langues secondes, les tests de langue en tant qu'étudiant? Ben, ça coûte de l'argent, fait qu'il faut que ça soit justifié par quelque chose. Disons que vous êtes dans un processus pour avoir un emploi déterminé ou un processus pour avoir un emploi indéterminé. On doit valider que vous avez les qualifications des langues secondes. Donc, c'est des qualifications qui sont essentielles, disons. La position demande d'avoir des compétences dans votre langue seconde. Donc là, en tant qu'étudiant, vous êtes sous contrat étudiant, vous pourriez faire les tests, mais ça doit être justifié par le fait que vous êtes dans un processus pour avoir un emploi là, déterminé ou indéterminé. Mais non, en tant qu'étudiant, on ne peut pas juste faire les tests pour le fun, là. Oui, quand j'étais un étudiant, j'avais fait le test quand mon gestionnaire a dit qu'on va faire le student bridging. C'était une raison que j'ai fait le test. Mais si tu savais que tu veux faire le test et tu veux avoir un student bridging à un point, c'est important d'avoir cette conversation maintenant parce que ton gestionnaire peut aider à ton pratique, comme comment tu intégrer votre deuxième langue officielle, tout ça. So, avoir cette conversation aujourd'hui avec ton gestionnaire pour juste dire que vous êtes intéressé à faire le test de ton deuxième langue officielle. Merci à vous deux. Par rapport aussi aux langues officielles, on demande d'expliquer qu'est-ce que la prime de bilinguisme et on demande aussi à savoir si les étudiants ont le droit. Je peux répondre à la deuxième partie. Les étudiants n'ont pas le droit à la prime de bilinguisme, malheureusement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne raison pour pratiquer vos langues officielles. C'est toujours un excellent atout à avoir dans la fonction publique. Mais je vais laisser nos expertes en ressources humaines nous parler. C'est quoi la prime de bilinguisme? Oui, ben c'est une bonne question, puis on peut justement en parler parce que moi puis Priyanka, on est comme dans deux situations différentes, là. En fait, la prime de bilinguisme, puis je vais peut-être aller comme un peu plus en arrière, là, mais moi, dans le fond, j'ai mon poste, là, mon poste, ma petite boîte, là, si on veut, demande d'être bilingue. Donc, mon poste demande d'être CBC. Puis là, c'est comme quelque chose on va jaser au mois de mars, là, mais c'est avoir des compétences en écrit, en oral et en compréhension de ma langue seconde. Donc, moi, ma langue seconde, c'est l'anglais. Donc, ma position, pour que j'aie cette position-là, pour que j'aie cet emploi-là, je devais être bilingue, puisque c'était un prérequis de la position. Priyanka, dans son cas, elle, sa position, c'est anglais essentiel. Donc, elle n'avait pas besoin de prouver qu'elle était capable de parler dans sa langue seconde, donc qui est le français, pour avoir cette position-là. Là, Priyanka est en train de travailler sa langue seconde, puis peut-être que la position va maintenant être bilingue. Mais en fait, puisque moi, ma position, elle est bilingue, donc je dois avoir des compétences dans ma langue seconde, j'ai une prime. Donc, j'ai une prime de bilinguisme. Priyanka, puisque sa position ne demande pas d'être bilingue, elle n'a pas de prime, mais elle pourrait, par exemple, aller faire que l'équipe, en fait, paie des formations pour développer sa langue seconde. Donc, moi, puisque je suis bilingue, je n'ai pas besoin d'aller faire des formations. Donc, je reçois une prime un peu pour équilibrer le tout, mais Priyanka, elle, pourrait aller faire des formations puisqu'elle n'a pas la prime là, qui vient comme équilibrer le tout. J'espère que c'est clair. Je ne suis pas l'experte en langues officielles, mais c'est la compréhension générale que je peux donner, là.
Merci, Audrey-Anne. Je pense que c'est très clair. On a une question ici à laquelle j'aimerais répondre parce que j'étais un peu dans la même situation. Si notre domaine d'études, un bac par exemple, n'existe pas parmi les emplois au gouvernement, que peut-on faire? Bien, ça ne veut pas dire que parce que vous étudiez dans un domaine précis, que ça veut dire nécessairement que c'est la carrière que vous allez poursuivre dans le gouvernement. Moi, quand j'ai commencé ma carrière comme étudiant, j'ai commencé dans un domaine plutôt administratif. Ensuite, non, c'est pas vrai. J'ai commencé à Parc Canada et je travaillais sur les écluses du canal de Chambly dans la région de Montréal, si vous connaissez. Aucun lien avec mes études, puis ça ne demande pas nécessairement d'études non plus pour faire cette carrière-là. Ensuite, je suis allé à un autre organisme. Je travaillais dans l'administration. Ensuite, j'ai fait les acquisitions, donc l'achat de matériel. Et maintenant, je suis plus au niveau de la politique, l'analyse de politique. Donc, c'est juste pour vous expliquer qu'il y a une multitude de domaines qui ne sont pas nécessairement reliés à vos études, que ce soit les études que vous fassiez qui ne sont pas une carrière dans la fonction publique ou le contraire. Donc, allez-y vraiment avec ce qui vous intéresse. Si vous faites des recherches, par exemple, sur le site de Emploi GC, regardez quel genre de position qui existe. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Oui. Ensuite, allez lire c'est quoi les besoins ou les qualifications qu'ils demandent, les expériences qu'ils demandent, puis fiez-vous à ça. Donc, fiez-vous à votre intérêt. Non, pas nécessairement dans le domaine d'études que vous étudiez. Je connais des gens qui ont des maîtrises ou des bacs qui sont pas du tout en lien avec la carrière qu'ils ont pris dans la fonction publique, mais ils ont quand même, avec ces études-là, acquis certaines compétences, certains acquis qui leur permettent de bien faire leur boulot quand même, là. Donc, Puis, j'espère que ça répond à la question. Priyanka est un bon exemple. Elle a fait un bac en psychologie, puis elle est tombée en amour avec les ressources humaines en travaillant au gouvernement. Fait que ça aussi, on sait jamais, là. On sait jamais. C'est une des grandes qualités quand même de la fonction publique. On est tellement diversifié dans le genre de position de carrière qu'on peut avoir que vraiment, on a de tout pour tous les goûts et tous les backgrounds. Oui, et on a ajouté le lien pour les groupes occup- euh, Professionnelle. oui, les groupes professionnels. Sur ce lien, tu peux trouver pour chaque classification qu'est-ce que c'est les qualifications essentielles et sur ça, tu peux voir les études que tu dois avoir pour cette classification. Pour moi, c'était euh, euh, ressources humaines et sur ça, tu peux voir psychologie pour un post-étude pour cette classification. Mais c'est un bon outil pour savoir qu'est-ce que tu dois avoir dans votre étude pour certaines classifications. Merci à vous deux. J'ai une question ici qui demande si les étudiants peuvent prendre des congés non payés. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer le processus, la façon que ça fonctionne? Oui, puis en fait, c'est un congé sans solde qu'on appelle. Moi, j'ai vraiment comme je parle avec expérience avec Emploi et Développement social Canada, mais les étudiants doivent aller sur PeopleSoft. Puis je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres ministères ou agences, mais je vous encourage à contacter votre superviseur, votre gestionnaire ou les ressources humaines de votre ministère ou agence. Les étudiants à EDSC vont sur PeopleSoft puis vont sélectionner un congé sans solde, ça s'appelle comme autre. Puis c'est comme ça qui envoient leur demande de congé à leur gestionnaire, puis c'est lui qui peut l'approuver. Donc, c'est une bonne question, puis c'est important de peut-être mieux l'expliquer, mais les étudiants n'ont pas de vacances, pas de congés, mais peuvent prendre des congés sans solde. Il y a toujours la possibilité aussi de jaser avec son gestionnaire, de voir si on peut reprendre des heures de travail. Naturellement, c'est pas c'est des conversations pas privées, là, mais c'est comme une entente entre le gestionnaire et les étudiants. Mais non, les étudiants peuvent. Mais oui, en fait, les étudiants peuvent prendre des congés sans solde. Merci, Audrey-Anne.
Oui, moi, dans mon cas, en fait, c'est tout le temps ça que je fais. Je commence à avoir une discussion avec mon gestionnaire, par exemple, surtout vers la fin de la session, là, j'ai des examens finaux qui sont cédulés dans une période que habituellement je travaille le restant de la session. Donc, je m'assure toujours d'avance là, d'avoir une discussion avec mon gestionnaire. Puis parfois, je suis capable de reprendre le temps ou si je suis pas capable ou si c'est pas permis, je vais juste prendre un congé sans solde. Donc, ça arrive régulièrement. Ça va être la même chose, par exemple, si j'ai un rendez-vous médical un matin, je vais manquer 2, 3 heures, je vais le reprendre à la fin de la journée ou une autre journée d'après où je vais simplement prendre un congé sans solde pour cette durée-là. On a une prochaine question ici sur les groupes professionnels. Comment décider dans quel groupe professionnel on devrait travailler? Je ne comprends pas bien la différence entre certains groupes. Oh, c'est une bonne question. Naturellement, pour les groupes professionnels, il faut toujours aller voir les qualifications essentielles. Aller sur Emploi GC pour voir un peu les différents groupes ou naturellement, un des derniers liens qui a été partagé dans le chat, là, mais les groupes professionnels, de voir c'est quoi les exigences en matière d'études. Moi, je ne pourrais pas travailler en finance, je ne pourrais pas travailler en comptabilité avec mon bac en ressources humaines ou d'être dans le groupe professionnel, devrais-je dire, d'un groupe qui demande un bac en comptabilité parce que je n'ai pas ça. Donc ça peut vous aider à éliminer plusieurs groupes professionnels. Un groupe professionnel qui demande des études en sciences, moi, je ne pourrais pas, fait que c'est sûr que je tasse ce groupe professionnel-là. Là, je vais juste essayer de retourner. Je vais juste reprendre la question. Mais c'est ça, c'est vraiment d'aller voir les qualifications essentielles puis en tasser sur le côté ceux qu'on ne peut pas, qu'on n'est pas admissible. Comme je le disais tantôt dans mon cas, moi j'avais 3 groupes, les CR, puis encore là, c'est l'abréviation, là, CR, AS et PE. Puis, puisque j'ai obtenu un bac, le groupe de PE, son niveau de scolarité minimum est le bac. Donc, c'est ça qui m'intéressait le plus pour aller dans un niveau qui vraiment reconnaissait mon bac. Les autres niveaux reconnaissaient un diplôme d'études secondaires, par exemple. Donc, c'est pour ça que je me suis plus penchée vers le groupe des PE. Donc, ça peut être une autre façon d'éliminer des groupes professionnels dans lesquels on souhaite débuter notre carrière, là. Merci, Audriane. On a beaucoup de questions, j'aime ça. Continuez à les envoyer. Ici, on demande là, pour le lien, on a beaucoup parlé de l'événement du 15 mars. Les liens vont être sur la page Wiki une fois pour s'inscrire à l'événement, une fois que le formulaire sera disponible. Donc, juste restez à l'affût, là, puis ça va s'en venir bientôt. Ici, on a une question. Est-ce obligatoire de commencer son contrat temporaire au premier niveau de ton groupe ou on peut négocier le niveau pour avoir un meilleur salaire? Audrey-Anne, tu as touché un peu sur le sujet tantôt. Encore là, contrat temporaire, j'ai l'impression que c'est peut-être un contrat occasionnel qu'on parle. Alors, encore là, je ne suis pas l'experte, là, mais quand on a un contrat occasionnel, habituellement, c'est toujours le premier comme le premier. Je suis pas assez sûre, je sens que je m'en vais dans un terrain glissant. Peut-être en discuter avec vraiment quelqu'un qui travaille en dotation pour avoir la réponse. Par expérience, je dirais que c'est pas possible de négocier, là. Mais il faut avoir comme une justification pour le faire. Je veux pas trop m'avancer. Je suis pas assez, j'ai pas assez de connaissances là, pour avoir une réponse complète pour la question. C'est bien vrai, Sodran. Toutes les questions de compensation, c'est tellement des cas uniques que c'est très dur pour nous d'y répondre avec beaucoup de détails. Donc, vraiment, la meilleure chose à faire, là, c'est contacter vos professionnels dans votre département, puis leur poser des questions. Ça va leur faire plaisir. Là. Ils en reçoivent beaucoup de questions comme ça. Vous n'êtes certainement pas le premier, ni le dernier. Donc, n'hésitez surtout pas à les rejoindre. On a une question ici. Est-ce permis d'avoir plus d'un contrat d'emploi étudiant en même temps? Par exemple, 2 ans ou un emploi autre, là, par exemple, 2 emplois occasionnels à temps partiel dans 2 ministères différents. Oui, oui.
C'est possible, mais en tout cas, surtout si vous êtes des étudiants, je vous lève mon chapeau d'être capable d'être aux études à temps plein, surtout si vous êtes inscrit au programme fédéral d'exploration de travail étudiant, c'est un prérequis d'être aux études à temps plein. En plus d'avoir 2 contrats, c'est beaucoup, mais oui, ça s'appelle la double rémunération, je crois, ou le double emploi, là. Vous pouvez faire des recherches, trouver plus d'informations, mais oui, c'est quelque chose de possible. Oui, c'est certainement possible en théorie. Par contre, je vais juste alors vérifier avec votre ministère en particulier. Moi, par exemple, au bureau du conseil privé, c'est pas une pratique qui est acceptable. Donc, j'ai seulement le droit d'avoir un contrat étudiant à mon ministère et pas aux autres. Il peut y avoir des questions aussi en lien avec la sécurité. Je pense entre autres là, à l'Établissement de sécurité du Canada ou le service d'intelligence. Eux autres aussi peuvent avoir des critères spécifiques. Mais en théorie, oui, il n'y a pas de règlement là, qui, euh, qui empêche ça. Merci, Misaël, pour la question. Étienne nous demande Allô, je fais un stage coop de 15 semaines cet hiver. Si je reviens pour un autre stage cet automne, aurais-je accès aux assurances ou est-ce que l'été représente un bris de service? Oui, un bris de service, c'est une journée plus. Oui, malheureusement, là. Oui. Il va falloir recommencer le 6 mois. Moi, c'est arrivé là, j'ai changé de ministère, puis j'ai eu un bris de service de 2 semaines parce que je suis partie en voyage. Puis il a fallu que je recommence à zéro mon 6 mois parce que j'ai eu un bris de service. Donc, pendant 2 semaines, je n'étais pas sous contrat au gouvernement du Canada, donc il y a un bris de service. Merci, Audriane, pour la réponse. Odette nous demande si j'ai eu un mauvais rendement à un emploi étudiant, est-ce que j'ai encore la chance de travailler à l'agence dans l'avenir? Bon, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une année une session où est-ce que mon rendement était pas au top. C'était ma première session, j'apprenais. J'ai fait des erreurs, mais tu sais, c'est normal. D'où l'importance d'avoir un processus d'apprentissage puis un plan de travail qui est qui est en accord avec votre gestionnaire pour justement vous former. Votre rôle d'étudiant, c'est ça, c'est d'apprendre. Donc, c'est normal que vous fassiez des erreurs, c'est normal que votre rendement soit un petit peu en dessous de la moyenne, mais en général, si c'est dans le processus d'apprentissage, puis c'est pas des erreurs extrêmes, puis que vous démontrez votre capacité, votre volonté d'apprendre puis de vous améliorer, absolument, c'est pas un problème, là. Audrey-Anne, puis encore, est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Ben, j'ai l'impression, il n'y a pas comme de liste de personnes à ne ben, en tout cas, pas à ce que je sache, là, mais surtout pour les étudiants, là, tu sais, je pense pas qu'il y a comme une liste d'étudiants à ne pas réembaucher, là. Donc, tu sais, c'est juste, ça a été vous n'avez pas eu nécessairement une belle expérience, mais tu sais, il y a pas une liste qui dit de ne pas rembaucher cet étudiant-là, là. Mais tu sais, c'est de l'apprentissage. C'est vos premiers contrats étudiants dans un contexte vraiment comme où vous pourriez débuter votre carrière, là. C'est vraiment comme un contexte assez hors du commun, là. Donc, stressez-vous pas non plus, là. Donc, oui, vous pourriez être embauché dans l'agence, puis il y a tellement de monde là, que je pense pas que les gestionnaires se parlent entre eux là, pour. Non, mais c'est d'en prendre conscience, d'avoir des conversations aussi honnêtes avec son gestionnaire actuel pour expliquer aussi les différents défis que vous avez rencontrés, comment vous pourriez vous améliorer à l'avenir. C'est des belles pratiques à avoir là, avec vos gestionnaires et vos superviseurs, d'avoir une communication transparente. Merci, Audrey-Anne. Une question ici par rapport au processus d'emploi en situation de handicap. La personne nous demande, je suis en processus de dotation par la porte virtuelle des personnes en situation de handicap, en même temps que d'avoir un poste étudiant. Est-ce qu'il peut y avoir un problème au niveau des ressources humaines ou processus d'embauche? Ça, c'est une excellente question. On dirait que je vois pas
je suis pas conseillère en dotation et je tiens à le mentionner, là, processus de dotation dans la porte virtuelle la porte virtuelle des personnes en situation de handicap, c'est vraiment un inventaire pour vous aider à faire du réseautage, surtout pour que les gestionnaires viennent vous chercher. Peut-être contacter là, l'équipe pour avoir plus de réponses à vos questions. Mais on dirait que moi, je vois pas d'enjeu, là, mais contacter les experts là, auprès de la porte virtuelle des personnes en situation de handicap, ce serait votre meilleure manière d'avoir vraiment une réponse claire à votre question. Merci beaucoup, Audrey-Anne. Ici, on a une question que je vais pouvoir répondre. Pour prouver ses expériences antérieures, quels documents doit-on fournir, par exemple? Là, on parle, par exemple, je pense, dans le processus de négociation, on parle de l'échelle salariale là, pour les étudiants. Utiliser son expérience pour demander un salaire plus haut. En fait, il n'y a pas vraiment de document ou de processus là, écrit. C'est un processus informel de discussion avec son gestionnaire. Dans mon cas, moi, c'est une situation à laquelle j'ai fait face. J'ai dit, regardez, moi, j'ai été administrateur sur un conseil d'administration pendant X nombre d'années. Ça a une incidence directe sur le travail que je fais ici parce qu'on s'occupe de X et Y dossiers. J'apporte avec moi certains atouts qui pourraient être super utiles. C'est donc pourquoi je demanderais d'être augmenté d'une échelle, par exemple. Donc, il n'y a pas vraiment là, de document. Je ne vais pas montrer un relevé d'emploi, par exemple. C'est juste d'avoir cette discussion-là, puis de parler de vos expériences. Qu'est-ce que vous apportez à la table, puis d'avoir cette discussion-là, là, cette négociation avec votre gestionnaire. Donc, j'espère que ça répond à la question. Ici, on a d'autres questions sur le bris de service. Peut-être Audrey-Anne ou Priyanka, on pourrait rappeler c'est quoi le bris de service, peut-être l'expliquer en plus de détails. Je pense que ça vaudrait la peine, là. Je suis tellement pas douée. Il faudrait que je fasse un dessin, là. Mais c'est simple à expliquer, mais j'ai de la misère à l'expliquer. Mais un bris de service, là, ça a un impact vraiment sur votre contribution à la pension en tant que travailleur étudiant ou en tant que travailleur occasionnel et aussi sur les assurances. C'est vraiment ça que ça l'affecte le plus. Ça n'aura pas d'impact sur votre achat de services. Par le passé, ça avait un impact, plus maintenant. Encore là, contactez les gens de la rémunération de votre agence ou votre ministère pour être certain de ce qu'on vous partage aujourd'hui, mais ça a vraiment un impact assurance et sur la pension. Grosso modo, là, un prix de service, c'est entre deux contrats si vous avez un ou plusieurs jours où vous n'êtes pas sous contrat étudiant. Donc, si je finis mon contrat aujourd'hui, puis que je recommence mon deuxième contrat, comme là, aujourd'hui, on est le 1er février, si je recommence mon contrat le vendredi, là. Donc, demain, je n'ai pas de contrat étudiant, mais vendredi, je recommence mon deuxième contrat. Demain, je ne suis pas sous contrat étudiant, donc c'est un bris de service. Donc, ce n'est pas en continu. C'est vraiment ça qu'on appelle bris de service. Puis, je le rappelle, en tant qu'étudiant, les deux impacts, c'est que vous n'allez plus contribuer à la pension. Vous n'allez pas être capable d'aller chercher votre 6 mois d'emploi continu. Donc, plus contribuer à la pension ni les assurances, donc dentaires et les assurances de soins de santé. C'est ce qu'on dit là, quand on parle de bris de contrat, ces impacts-là. Merci, Audrey-Anne. C'est quelque chose qu'on va peut-être reparler aussi dans la session du 15 mars. Donc, n'hésitez pas là, à nous rejoindre le 15 mars pour en parler davantage. J'ai une question ici. Je veux faire du réseautage avec des gens dans différentes agences que moi. Est-ce que je serais mieux d'utiliser mon compte courriel du gouvernement, par exemple, l'adresse @gc.ca, ou mon courriel personnel? Moi, je pense que ça dépend, en fait. Ça dépend avec qu'est-ce que vous êtes à l'aise, puis dans quel contexte aussi. Si vous souhaitez faire du réseautage professionnel, vous souhaitez parler avec des gens d'autres ministères, utilisez votre compte GC, c'est sûr que ça reste à l'interne, donc c'est peut-être plus facile. Si vous souhaitez d'organiser des événements plutôt sociaux avec des gens que vous connaissez, ça dépend, c'est vraiment avec votre niveau de confort et comment vous le voyez. Je ne sais pas si Audrey-Anne ou Priyanka, vous avez d'autres perspectives. C'est vraiment une bonne question.
questions. Puis ça dépend aussi de vos aspirations ou de vos futurs, là. Donc, d'utiliser votre courriel personnel, ça vous aide à garder contact plus longtemps avec les personnes. Moi, je suis dans la gang qui aime beaucoup LinkedIn. Puis je vois que Frédéric a une question, là, puis je pense que j'y réponds un peu en même temps. J'aime beaucoup les plateformes qui sont ouvertes à l'externe, donc LinkedIn, Twitter. C'est plus facile d'entretenir des relations à long terme, tandis que, disons, GC Collab, GC Connex, c'est vraiment des plateformes qui sont disponibles seulement lorsque vous êtes connecté sur le réseau de votre ministère et de votre agence. Donc, si vous quittez le ministère ou si vous quittez le gouvernement du Canada, bien, vous perdez ces connexions-là. Donc, c'est un peu le même principe avec les adresses courriels. Si vous changez de ministère, bien, votre adresse courriel ne marchera plus. Si vous faites du réseautage avec votre adresse personnelle, bien, ces relations-là vont rester. Vous allez pouvoir continuer à parler avec ces personnes-là. L'autre chose que j'ai en tête, c'est sûr que moi, si je vois une adresse courriel du gouvernement, ben c'est pas quelqu'un de l'externe qui m'écrit, c'est un étudiant ou c'est un fonctionnaire. Donc, je serais peut-être plus portée à lire ou répondre, puis il y a moins de chances aussi que ça tombe dans mes courriels. Donc, il y a comme plein de côtés. Il y a plusieurs côtés à la médaille, là, plusieurs choses à prendre en considération, mais pensez avant tout à vos aspirations. Qu'est-ce que vous allez faire à votre prochaine session scolaire? Est-ce que vous allez garder la même adresse courriel? Est-ce que vous allez rester au gouvernement? Ça peut être des considérations importantes à prendre en compte. Merci, Audrey-Anne. Priyanka, j'ai peut-être une question pour toi, parce que tu nous as parlé beaucoup des groupes professionnels. Est-ce qu'il est possible de faire une recherche d'emploi à partir d'un groupe professionnel précis? Donc, si par exemple, moi, je cherche un emploi AS, c'est mon cas, en fait, est-ce que je pourrais trouver un emploi ou des occasions d'emploi dans ce groupe-là en particulier? Oui, tu peux faire une recherche d'emploi à partir d'un groupe professionnel précis. Si tu es sur le VPN dans votre ordinateur de emploi, parce que c'est juste pour les étudiants et les emplois internes qui vont peut-être faire ce recherche. Si tu es sur ton ordinateur personnel, je pense pas que tu peux voir cette, I think, qu'est-ce qu'on veut dire, like. Ben, peut-être juste pour ajouter, là, mais sur Emploi GC, tu as une section qui est ouverte au public, ouvert emploi externe puis ou emploi interne. Si tu veux faire une recherche pour ton groupe professionnel, il faut absolument que tu sois dans l'onglet emploi interne. Puis là, Priyanka, c'est justement ce qu'elle explique d'être sur le réseau de votre ministère pour avoir accès aux emplois internes. Puis là, ce que tu disais, c'est sur l'ordi personnel, ils peuvent accéder aux emplois internes, mais ils doivent mettre leur adresse. Oui, et je pense que si tu ajoutes votre PRI, votre CIDP, votre code d'identification de dossier personnel, je pense que ça va fonctionner aussi. Mais tu peux essayer les deux, votre courriel ou votre CDP. Je pense. Pour plus de détails sur ça, je pense que la Commission de la fonction publique font souvent des événements où est-ce qu'ils expliquent en profondeur comment utiliser la plateforme Emploi GC et les processus de dotation. Donc, ça pourrait être pertinent d'aller voir un de leurs événements. Là. Il y en a des qui arrivent, je pense, la semaine prochaine. Il y en a un d'ailleurs. Merci pour la question. On pose une question par rapport à l'enregistrement de cet événement-là. Il va être disponible sur la page YouTube du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. D'ici quelques jours à quelques semaines, là, vous allez le retrouver. Le lien va être aussi sur la page Wiki, comme toutes les autres informations. Une dernière question peut-être avant de conclure notre événement. Y a-t-il une correspondance entre le groupe emploi AS, CR et PM? Je ne sais pas si vous avez la réponse. Les deux, on n'a aucune expérience en classification. Donc, c'est une bonne question. AS, c'est surtout
de ce que je connais. Là. AS, c'est surtout du soutien administratif. CR, moi, j'ai eu une formation de CR pour comme être adjoint ou comme assistant en ressources humaines. Donc, je trouve que les deux se ressemblent beaucoup, AS et CR. Puis PM, c'est pour la gestion des programmes. Surtout, là, il y a beaucoup de PM, de groupes de PM à Emploi et Développement social Canada. Donc, c'est une bonne question. Moi, je vous invite à faire vos recherches pour voir s'il y a justement une correspondance. Mais, en tout cas, moi, d'après moi, ça se ressemble. Là. Ça se ressemble surtout à S et CR. PM, je trouve que c'est vraiment un groupe intéressant puisque c'est tous les programmes, c'est beaucoup de... C'est ça. Moi, je commence à être de plus en plus intéressée par le groupe PM. Là. Moi aussi, il faut que je fasse mes recherches. Merci, Audrey-Anne. Et avec cette dernière question-là, c'est ce qui conclut notre événement d'aujourd'hui. De la part du réseau étudiant GC et le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, je tiens à vous remercier tous et chacun de votre participation à l'événement d'aujourd'hui. Vos questions étaient formidables. Tout le temps intéressant de voir que vous avez des bonnes questions. C'est vraiment des bonnes questions en plus, Audrey-Anne et Priyanka. Je pense que ça nous a fait réfléchir beaucoup. Merci à vous autres aussi, Priyanka et Audrey-Anne, d'avoir partagé vos connaissances et ressources avec nous. Je vais certainement retourner sur la page Wiki pour voir, surtout sur le réseautage, je vais retourner voir nos ressources. Restez avec nous cet après-midi pour notre événement de réseautage virtuel. Je vous rappelle que le lien pour nous joindre se trouve dans votre invitation que vous avez déjà reçue. Rendez-nous visite aussi sur nos réseaux sociaux et restez à l'affût pour notre événement « Comment planifier votre carrière » le 15 mars prochain. Merci, à bientôt. Bonne journée.